Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à Olioul pour ceux qui ne sont pas d'Olioul. Voilà, donc je vais vous présenter brièvement notre conférencier, Georges Cordopatis. Comme son nom l'indique, il a des origines grecques. Et comme moi, j'aime la Grèce, je suis doublement content. Donc sa carrière, en ce moment, il est à l'Observatoire de la Côte d'Azur, mais il a fait autre chose avant. Je vais remonter un petit peu le temps sans aller trop loin. Il a été aussi à Leibniz. Alors c'est en quel pays ça? Alors c'est à Potsdam. À Potsdam. C'est en Allemagne, à côté de Berlin. C'est en Allemagne. Donc il a travaillé aussi là-bas. L'Observatoire de Paris aussi. Aussi, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? L'Université de Nice, Sophia Antipolis. Alors, l'objet de ces travaux, c'est l'étude de la Voie lactée, vous l'avez bien compris, et de son environnement proche et caractéristiques des mécaniques internes qui influencent l'évolution de celle-ci. Il a aussi participé à la création de catalogues d'orbites, d'âge et de composition chimique des étoiles. Il est impliqué dans le projet Gaïa. Donc, ça fait du boulot tout ça. Alors, en quelques mots, sa conférence, je ne vais pas être trop long, sinon il va m'en vouloir. Donc, je vais vous dire ce qu'il nous a envoyé, ça sera plus simple. En levant les yeux dans le ciel, lors d'une nuit étoilée, nous pouvons apercevoir une bande blanche diffuse, parcourant une grande partie de celui-ci. Vous l'avez compris, c'est la Voie lactée. Au cours des siècles, l'humanité, à l'aide des mythes au début, puis avec des outils et méthodes de plus en plus affinés par la suite, l'homme a réussi à comprendre sa nature et sa morphologie. De nos jours, l'archéologie galactique est une branche à part entière de l'astrophysique. Elle a comme but de remonter le temps pour retracer l'histoire de notre galaxie et déterminer la façon avec laquelle les étoiles se déplacent, ainsi que le moment et le lieu où elles se sont formées. De façon ultime, cela nous permet de comprendre comment chacune des structures de notre galaxie s'est formée et a par conséquent évolué. Lors de cette présentation, Georges passera en revue les méthodes et les outils dont nous disposons de nos jours afin de réussir ces exploits. Et il finira par présenter ce que nous pensons être les principales étapes de la formation de la Voie lactée, depuis la nuit des temps jusqu'aux années futures. Georges, je vous remercie d'être venu à Olioul pour nous rencontrer. Et puis je sais que cet été, normalement, il redouble, il revient à Olioul. Donc merci, et merci d'accueillir Georges Cordopatis. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'introduction. J'ai rien à rajouter. Donc, merci pour l'invitation une fois de plus. Et je vais vous parler aujourd'hui de mon sujet de recherche, qui est précisément la compréhension de la formation de la Voie lactée. Alors, la Voie lactée est cette structure ici blanche que vous voyez dans le ciel. Elle occupe une très grande partie du ciel. Et elle n'a pas échappé à toute l'humanité depuis la nuit des temps. Et donc, lorsqu'on la regarde, simplement, ça c'est une photo qui a été prise sur le site de Paranal, au Chili. On voit ici le grand télescope, le VLT. Le grand télescope qui appartient donc à l'ESO, c'est l'Europe. Et donc, lorsqu'on étudie la Voie lactée, on voit que celle-ci, elle a clairement une structure qui mérite d'être étudiée. Alors, elle a des parties qui sont plus sombres, des parties qui sont plus brillantes, des parties de couleurs différentes, certaines qui sont plus jaunes, d'autres qui sont plus rouges. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est étudier dans un premier temps sa forme, deuxièmement, sa structure, voir à quoi elle ressemble, la décrire spatialement. Est-ce que notre galaxie ressemble à une de ces quatre? Est-ce qu'elle a ce qu'on appelle des bras spiraux? C'est ces structures que l'on voit ici. Est-ce qu'elle en a deux? Est-ce qu'elle en a plus? Est-ce qu'ils sont très enroulés ou pas? Est-ce qu'elle n'en a pas du tout? Est-ce que notre galaxie est en interaction avec d'autres galaxies, comme on peut le voir ici sur ces photos? Donc ça, c'est des vraies photos d'autres galaxies externes. Et donc on voudrait savoir tout ça.
Et une fois qu'on a décrit la forme et la structure, on veut étudier plus précisément son assemblage et son évolution passée et son évolution future. Le problème, c'est que nous nous trouvons dans la Voie lactée et on se trouve un peu dans cette configuration ici des chercheurs qui ont les yeux bandés. Ils se trouvent devant un objet qu'ils ne connaissent pas la nature. Donc là, nous, on la voit. Hein. On leur présente un éléphant. Ils ne savent pas que c'est un éléphant. Puis, en le tâtant, en l'étudiant sous différents aspects, ils doivent décrire ce qu'ils ont sous leurs mains. Et donc, certains vont peut-être dire, en recevant l'air provenant des oreilles de l'éléphant, qu'ils ont affaire à un ventilateur. D'autres, une lance, s'ils touchent les défenses. Un mur, hein, s'ils tâtent juste l'abdomen et le ventre. Une corde, un serpent, ou un arbre, s'ils tâtent les jambes de l'éléphant. Et donc, on est vraiment dans cette configuration-là. Et au cours de l'histoire de l'humanité, différents modèles sur ce que peut être la Voie lactée ont émergé. Et donc, je ne vais pas tous les décrire, mais on a des modèles de Herschel, des modèles de Thomas Wright, et ici, le modèle actuel que nous avons sur la Voie lactée. Et je vais revenir sur ça par la suite. Alors, je vous l'ai un peu dit, le problème, c'est que nous nous trouvons dans la Voie lactée, donc on a un problème d'angle de vue. Hein, on ne peut pas vraiment, juste en observant le ciel, s'apercevoir, comprendre quelle est la forme de notre galaxie. Et donc, pour illustrer ce problème, j'ai pris une petite vidéo. Ici, j'ai fait une vidéo où j'ai posé sur la table des petits bouts des objets en plastique. Je les ai posés en formant une certaine forme particulière que moi je connais. Et donc j'ai pris en photo ici à ras la table. Okay, et donc je vous demande, je vais faire un petit sondage comme ça. À votre avis, juste en regardant la photo, qui pense que je les ai placés selon la configuration A? Est-ce que vous pouvez lever la main? Selon la configuration B? La C, la D, il y a quelques-uns, la E, quelques-uns aussi. Qui n'a pas d'avis? Ok. Donc, au moins, on peut s'accorder que ce n'est pas évident déjà à comprendre comment je les ai placés. Alors là, maintenant, je vais faire quelque chose que malheureusement, on n'a pas le luxe de faire lorsqu'on étudie la Voie lactée. Je vais changer, je vais me lever et on va voir comment je les ai placés. Voilà. Donc ceux qui ont répondu D avaient raison. Ceux qui ont... Les autres aussi, au fait, j'espère que vous avez tous compris que c'est vraiment compliqué de décrire justement ce qu'on a devant nous. Et donc voilà, je reviens un peu sur cette image du début. Vous comprenez maintenant toute la difficulté, la complexité de notre tâche. Et donc lorsqu'on va vouloir étudier la forme de la Voie lactée, ce qu'on va faire, on va faire une description céleste dans un premier temps, où on va juste décrire la position des étoiles dans le ciel. Vous allez voir que ce n'est pas du tout une tâche évidente non plus. Lorsqu'on parle de structure, on va décrire les étoiles dans un contexte tridimensionnel, c'est-à-dire qu'il faut connaître les distances des étoiles. Et enfin, lorsqu'on va parler d'assemblage et d'évolution, il va falloir déterminer les vitesses des étoiles, leur composition chimique, je vais revenir par la suite, pourquoi c'est important. Et donc, afin de façon ultime, comprendre quelle est la description, quelle est l'évolution temporelle, et effectuer une description temporelle de tout ce qu'on a observé. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir donc comprendre la physique qui se cache derrière, et donc comprendre comment la Voie lactée en particulier, et potentiellement les galaxies en règle générale dans l'univers se forment. Okay, et c'est ce qu'on appelle, donc ça a été décrit dans l'introduction, c'est ce qu'on appelle le thème général de l'archéologie galactique, parce qu'on va chercher ce qu'on appelle des fossiles stellaires, des fossiles galactiques, des quantités, des paramètres qui ne changent pas dans le temps et qui nous permettent de remonter le temps. Alors comment on va faire ça? On va utiliser les étoiles. Il y en a 100 à 200 milliards dans notre galaxie, donc il y en a beaucoup, on a ce luxe. Ils sont visibles à de très grandes distances, donc on peut sonder la Voie lactée à vraiment un très grand volume. Et donc, également, certaines d'entre elles vivent très très longtemps. Certaines sont formées il y a 13 milliards d'années, très peu de temps après le Big Bang. Et donc, du coup, en étudiant certaines des propriétés qui ne vont pas changer dans le temps, on va sonder les caractéristiques de la Voie lactée au moment où ces étoiles se sont formées. Et donc, c'est le but de cet exposé. Je vais passer un peu en revue ces différents fossiles galactiques. Et je commence donc par la description du ciel. Et donc plus précisément ce qu'on appelle la cartographie céleste, et c'est quelque chose que l'humanité
à essayer de faire depuis la nuit des temps. Et donc ici, je vous montre une cartographie du ciel du XVIIe siècle de Frédéric de Witt, un astronome hollandais, je crois, où vous voyez toutes les différentes constellations de l'hémisphère nord, ici, de l'hémisphère sud. Et donc, toutes ces constellations, enfin, il y a des étoiles qui forment ces constellations. Alors nous, je ne vais pas décrire les constellations, mais en revanche, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on cartographie le ciel. Alors, décrire la position des étoiles dans le ciel revient à mesurer un angle. Okay. Donc, là, on a le ciel étoilé, on a notre observatoire ici. Ici, on a la Lune, je vais revenir par la suite. Et donc, le cercle complet, okay, quelques petits rappels de base, c'est 360 degrés. De l'horizon au-dessus de notre tête, au zénith, c'est un angle droit, c'est 90 degrés. Alors, quelques repères aussi. Le bras tendu, maintenant, 3 doigts, et le bras tendu, c'est 5 degrés. Et le pouce, c'est 2 degrés. Okay, le bras tendu. 5 degrés, c'est quoi? C'est la base des étoiles de la Grande Ourse. Okay, donc, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Le diamètre, ce qu'on appelle le diamètre angulaire de la Lune, c'est moins d'1 degré. Okay, il est plus petit que le pouce, la Lune est plus petite que le pouce, c'est 0,5 degrés. Donc mesurer, et donc la Lune déjà c'est un objet qui est grand dans le ciel, donc mesurer la position des étoiles ou mesurer des angles en astronomie revient à mesurer des très petits angles, plus petits que le degré. Et vous allez voir, donc je vais passer un peu en revue tous les efforts qui ont été faits depuis la nuit des temps sur cet effort de mesurer des angles très très petits. Et en effet, donc la première carte du ciel connue, okay, dont on a des vestiges de nos jours, c'est celle d'Hipparque de Nicée, qui a donc cartographié 1000 étoiles de l'hémisphère nord, c'est à peu près toutes les étoiles visibles, avec une précision de l'ordre de, je crois, 1 degré. Okay, donc là, vous allez voir sur cette carte, la précision avec laquelle on mesure la position des étoiles en fonction du temps. Vous allez voir comment est-ce qu'on a pu améliorer nos techniques. Et donc Hipparque, 1000 étoiles avec une précision de 1 degré, à peu près 150 avant Jésus-Christ. Okay. Cette précision-là, 1 degré, c'est le bras tendu, c'est le petit doigt, donc c'est à peu près 2 fois la taille angulaire de la Lune. Il faut attendre près de 15 siècles, et l'astronome danois, Tycho Brahe, pour donc effectuer une mesure de toujours ces mêmes 1000 étoiles. Tycho Brahe est un astronome danois, donc il a réussi à convaincre le roi du Danemark à lui construire un observatoire au large de Copenhague. Donc il a développé des outils les plus perfectionnés pour l'époque. Et donc il a atteint une précision de l'ordre de 1 centième de degré. 1 centième de degré, ça représente quoi? C'est l'épaisseur d'une carte bleue, vue par la tranche, vue à une distance de 2 mètres. Donc c'est déjà très précis. Donc ça, c'est un peu avant 1600. Qu'est-ce qui se passe en 1609? On a donc Galilée qui utilise pour la première fois la lunette, la dirige vers le ciel. Et donc à partir de là, on peut voir beaucoup plus d'étoiles et on peut également les placer dans le ciel avec une plus grande précision. Et donc on arrive aux années un peu avant 1700 avec l'astronome britannique Flamsteed qui mesure la position de 4000 étoiles avec une précision de l'ordre de 1 millième de degré. Et au début des années 1800, on a la découverte de la photographie, et ça aussi c'est une révolution pour l'astronomie, car elle permet de faire de longues expositions, donc on va voir beaucoup plus d'étoiles. Également, on va pouvoir, donc sur une plaque photographique, faire passer la plaque photographique au collègue, qui va pouvoir confirmer et effectuer une mesure similaire. On va pouvoir calibrer nos mesures. Donc on passe dans une nouvelle ère. On a donc là l'astronome allemand Argelander qui va cartographier près de 26 000 étoiles avec une précision de 1/10 millième de degré. C'est l'épaisseur de la même carte bleue, mais cette fois-ci vue de 150 mètres. Et donc on arrive à peu de choses près à l'heure moderne, avec les grands relevés modernes, avec les grands télescopes,
avec des capteurs CCD cette fois-ci, hein, pas des plaques photographiques. On a donc des relevés tels que UCAC2, qui comporte près de 58 millions d'étoiles, avec une précision de l'ordre de 1/100 millième de degré, qui est donc mon ballon de basket que j'aurais laissé à Athènes, vu de chez moi à Nice. Okay, donc c'est vraiment une précision angulaire qui est impressionnante, qui est très très petite. Mais ce n'est pas fini. On rentre dans l'ère spatiale, vers les années 1990, et l'astrométrie, enfin là, on rentre dans l'ère de l'astrométrie spatiale, avec le satellite de l'Agence spatiale européenne, le satellite Hipparcos, en hommage à Hipparque, qui va cartographier, donc depuis l'espace, 120 000 étoiles, avec une précision meilleure de 1 millionième de degré. Et de nos jours, on arrive avec la mission Gaia, pour laquelle je travaille. On a donc 1,8 milliard d'étoiles, avec une précision de l'ordre de 1 milliardième de degré. Alors ça correspond à quoi? L'épaisseur d'un cheveu vu de 1000 km, ça ne me dit pas grand-chose. C'est un touriste sur la promenade des Anglais, à Nice, vu de 3 fois la distance Terre-Soleil. Okay, donc c'est vraiment une très grande précision que le satellite Gaia peut obtenir. Et donc le satellite Gaia, on peut être fier, hein, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne qui a été lancée en 2013, qui scanne, qui depuis donc fin 2014 scanne le ciel de façon continue, de façon stéréoscopique aussi, à 2 directions à chaque fois. Le premier catalogue a été publié en 2016, et donc la précision, comme je vous l'ai dit, n'a jamais été égalée, elle est inégalée de l'ordre de 1 milliardième de degré. Et donc, vous allez voir, là maintenant, je laisse la vidéo se finir. Donc l'image la plus précise qu'on a de nos jours de la Voie lactée. Okay, donc ici, chaque point lumineux est une étoile dont on connaît la position avec 1 milliardième de degré. Donc on voit, alors même si, lorsqu'on s'approche, hein, il y a vraiment énormément d'informations. Il y a des structures ici, 2 grandes taches. Ça, c'est des galaxies qui tournent autour de la Voie lactée. On connaissait leur existence depuis longtemps. Hein. Ça s'appelle les nuages de Magellan. Ils ont été répertoriés dans le monde occidental par Magellan, le navigateur. On les voit que de l'hémisphère sud. Donc, il y a une région ici qui comporte énormément d'étoiles. On appelle ça le plan galactique. Je vais revenir par la suite. Une région centrale qui est donc plus gonflée, un peu plus rouge ou jaunâtre. Et il y a également des régions ici qui sont obscurcies, donc qui comportent des gaz et des poussières qui absorbent la lumière. Donc c'est des régions dans lesquelles on ne voit pas beaucoup d'étoiles. Mais une fois que j'ai dit ça, donc là maintenant on a très très bien décrit le ciel, mais on n'a pas dit grand-chose d'autre. Hein. On sait ce qui existe là-bas, mais on voudrait connaître un peu plus, on voudrait connaître les distances des étoiles. Alors comment faire? Pareil, hein, c'est un sujet qui a fasciné donc les plus grands esprits depuis très très longtemps. On a Aristarque, 280 avant Jésus-Christ, qui donc donne un ordre de grandeur, même pas. Il dit que les étoiles sont à une distance immense, car il n'arrive pas à avoir de mouvement apparent des étoiles. Ptolémée, 4 siècles plus tard, dit qu'il se trouve juste après Saturne, très très loin. Copernic n'ose pas donner une grandeur, il dit que c'est immense. Tycho Brahe, pareil, il dit que les étoiles sont à une distance très lointaine, pareil pour Kepler. Et donc c'est vraiment avec Newton qu'on commence vraiment à avoir un ordre de grandeur qui les place à l'équivalent de plusieurs années-lumière de nous. Et la première mesure de la distance à laquelle se trouve une étoile vient par Friedrich Bessel, qui mesure une étoile qui s'appelle 61 Cygni et qui la place à 10,3 années-lumière. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Pour illustrer cet effort, je vous montre cette image, un champ assez petit du ciel. On voit énormément d'étoiles, on voit donc qu'elles sont très peu espacées, hein. On a cette notion de mesure d'angle de position dans le ciel. Et donc le premier constat que l'on peut faire, c'est que les étoiles n'ont pas la même brillance. Okay, certaines sont plus brillantes que d'autres. Je ne vais pas commenter le fait que certaines ont des couleurs différentes des autres. Et donc, en regardant cette image,
on peut se poser la question, est-ce que les étoiles ont des éclats qui sont intrinsèquement différents? Est-ce que du coup, on peut se poser que toutes les étoiles sont à la même distance, mais si on en voit une qui est plus brillante que l'autre, c'est que elle est plus grosse, par exemple? Ou bien, est-ce qu'on doit partir du postulat que les étoiles brillent toutes de la même façon, et si on en voit certaines qui sont plus brillantes que d'autres, c'est qu'elles sont plus loin, okay? Enfin, plus proches. Là, c'est le cas ici, donc des lampadaires le long de la Tamise, à Londres, où on sait qu'elles brillent toutes de la même façon, et les plus lointaines, on reçoit moins d'éclats provenant de celles-ci. Donc du coup, dans ce cas de figure, les étoiles les moins brillantes seraient les plus lointaines. Et donc c'est l'hypothèse qu'ont fait William et Caroline Herschel, c'était frères et sœurs. En 1784, ils ont commencé, avec leur télescope de 1,2 mètres de diamètre, de compter les étoiles dans 683 directions différentes. Et donc, ils sont partis du postulat, du principe que toutes les étoiles brillent de la même façon, et donc, leur différence d'éclat est liée à leur différence de distance. Et donc là, vous pouvez voir la première carte qu'on a de la Voie lactée, donc qui date de 1784, 1785 même. Et donc, on a, chaque point ici, c'est les étoiles qu'ils ont mesurées, détectées. Le Soleil est placé au centre de la galaxie. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a deux directions, par exemple, qui comportent plus d'étoiles. Et donc, à partir de là, ils ont même fabriqué leur modèle tridimensionnel, que l'on peut voir ici, où la Voie lactée est une sorte de tige avec une bifurcation, une fourche à la fin, cette fourche ici correspond à ces deux directions où ils ont détecté plus d'étoiles. En réalité, les choses, comme souvent dans la science, c'est un peu les deux. Les étoiles, non seulement ne brillent pas de la même façon, mais aussi elles sont à des distances différentes. Et pour complexifier tout ça, il y a aussi de la poussière interstellaire, je vous ai montré ça tout à l'heure, qui va absorber de la lumière provenant des étoiles. Donc il faut prendre tout ça en compte si on veut donc estimer correctement la distance des étoiles, en comparant simplement la lumière que l'on reçoit d'elles. L'avantage de Gaïa, qui mesure des positions très très précises, c'est qu'on peut désormais obtenir la parallaxe des étoiles. Alors la parallaxe, c'est un mot grec qui peut paraître un peu barbare, mais le concept, il est très simple, il est connu depuis très très longtemps. Le concept, c'est que lorsque l'observateur se déplace, les objets semblent se déplacer, d'un point de vue de l'observateur. Et donc les objets qui sont les plus proches de lui semblent se déplacer angulairement plus que les objets qui sont plus lointains. Si je me permets de prendre vous, l'auditoire devant moi, donc le premier rang, si je pointe vous allez vous déplacer beaucoup plus rapidement que le dernier rang qui se trouve au fond. Et donc c'est un concept qui est connu depuis très très longtemps et qui a été utilisé par exemple dans les premiers jeux vidéo que moi j'utilisais lors de mon enfance. Ici on voit Super Mario. Et donc vous allez voir, donc, ce principe de la parallaxe est utilisé pour créer de la profondeur dans ces jeux vidéo qui étaient très rudimentaires à l'époque. Et vous allez voir donc Super Mario ici avancé, et donc les collines d'avant-plan vont défiler beaucoup plus rapidement que les montagnes d'arrière-plan. Et donc ça crée cet effet de profondeur. Vous allez le voir. Et donc c'est ça l'idée, le principe de la parallaxe pour les jeux vidéo. Comment on fait en astronomie? Alors, nous on est ici avec notre petit ou gros télescope au point A. On observe une étoile dont on ne connaît pas la distance. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un repère qui est très très loin. Là, dans ce cas, on va avoir, pour illustrer la chose, 3 carrés, un bleu, un noir et un rouge. Et donc, lorsqu'on est à la position A, voici ce qu'on voit. On a le carré rouge, le carré noir, le carré bleu, et l'étoile est alignée avec le carré bleu. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, j'ai oublié de le préciser, j'ai aucun problème avec ça. Et donc là maintenant, si on se déplace, on va à une position B, l'étoile se sera déplacée, maintenant elle est alignée avec le carré rouge. OK ? Et donc, ce déplacement, ici,
c'est un angle qu'on va nommer θ1, qui est lié à cet angle ici, et qu'on peut très facilement, avec des formules trigonométriques de collège, C1 sur tangente de l'angle, on peut très facilement donc déterminer la distance à laquelle se trouve l'étoile. Vraiment juste de façon trigonométrique. Toute la difficulté, c'est de pouvoir mesurer cet angle, surtout que si l'étoile se trouve plus loin, l'angle θ2, la variation, lorsqu'on est dans la position A et la position B, sera beaucoup plus petite que l'angle θ1 si l'étoile est plus proche. Okay. Et donc c'est ça l'avantage de Gaïa. Gaïa n'a pas comme but uniquement de cartographier ce qui se passe dehors, mais grâce à la précision avec laquelle nous pouvons mesurer la position des étoiles, on va pouvoir mesurer la parallaxe des étoiles. Alors comment on va faire en pratique? Voici le Soleil, voici l'orbite que suit la Terre autour du Soleil, une unité astronomique. Et donc, on va mesurer la position des étoiles, disons, en printemps et en automne. Et donc, on va voir qu'elles se déplacent dans le ciel de cette façon-là. Okay. Donc, on va faire 2 fois la mesure de la position des étoiles. On va voir qu'elles se sont déplacées un peu. Et cet angle de déplacement, on peut le lier à une distance. Et donc, la mesure de la parallaxe des étoiles, c'est des efforts qui donc, sont menés depuis l'Antiquité. Il y a Hipparque, Ptolémée qui ne mesurent pas de parallaxe. C'est pour ça qu'ils disent que les étoiles sont très très loin. Et donc, en 1838, on a Friedrich Bessel qui mesure, comme j'ai dit tout à l'heure, 61 Cygni à 10,3 années-lumière, avec une estimation actuelle de 11,4 années-lumière. Donc c'est tout récent. Et donc mesurer des parallaxes revient à mesurer des angles très très petits, plus petits de 1 centième de degré. Et donc du coup, ici je vais vous montrer, alors je ne suis pas sûr si la vidéo a commencé, non elle n'a pas commencé, je vais vous montrer une vidéo provenant de Gaïa qui vous montre de façon exagérée, mais juste pour que vous puissiez apprécier, le mouvement parallactique des étoiles. Donc vous allez les voir faire des cercles dans le ciel, dû à notre déplacement uniquement. Ce n'est pas vraiment les étoiles qui se déplacent, c'est nous qui nous déplaçons. Et donc, je lance la vidéo. Celles qui se déplacent le plus sont celles qui sont les plus proches de nous, celles qui se déplacent le moins sont celles qui sont plus loin. Okay. Donc on voit vraiment la profondeur maintenant du champ qui est illustré ici. Donc celles-là, typiquement, toutes celles-là, elles sont beaucoup plus proches. La Voie lactée, elle est très très loin, elle ne bouge pas. Donc là, on a rajouté également certaines constellations. Et donc le mouvement est exagéré, je rappelle, mais juste pour préciser le fait que les constellations ne sont rien d'autre qu'une projection humaine. Les étoiles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, elles ne se sentent pas gravitationnellement. Et donc voilà. Donc à partir de là, on a les parallaxes des étoiles, de 1,8 milliard d'étoiles. Et donc on peut les placer dans la galaxie. Et donc voilà, à peu de choses près, avec cette méthode de la parallaxe, mais aussi pour des plus grandes distances, avec la comparaison de la luminosité que l'on reçoit des étoiles, notre vision actuelle qu'on a de la Voie lactée, l'anatomie de la Voie lactée. Alors il s'agit d'une vision d'artiste, on se trouve dans la Voie lactée, on ne peut pas sortir de la Voie lactée. Et donc, notre galaxie est une galaxie parmi tant d'autres dans l'univers. Donc ça c'est vu de haut, et ça c'est vu de profil, vu de face, vu de profil. Donc, c'est un disque avec des bras spiraux. Le disque, lorsqu'on le regarde par la tranche, il est fin, les bras spiraux se trouvent là-dedans. Le disque a un diamètre de 75 000 années-lumière, et le Soleil ne se trouve pas en son centre, il se trouve à peu près 25 000 années-lumière du centre. Il existe différentes structures dans la Voie lactée. Je ne vais pas les passer en revue, malheureusement, c'est un sujet tout aussi fascinant, c'est 1 heure de plus pour vous décrire comment chacune de ces structures s'est formée. Mais donc on a la partie centrale, ici, le bulbe, qui on pense donc forme une barre, ici, qui comporte des étoiles vieilles, et ce qu'on va voir par la suite très riche en métaux, qui ont une composition chimique bien particulière. Et on a ici ce qu'on voit de façon un peu brillant, on a le halo stellaire, on a les étoiles les plus vieilles de la Voie lactée, et je vais expliquer par la suite comment on connaît tout ça. Alors,
Ce qu'on veut faire maintenant, une fois qu'on a la position et la distance des étoiles, on veut mesurer leur vitesse. Pourquoi? Car si je connais, pour un projectile quelconque, sa position et ses différentes composantes de la vitesse, là en l'occurrence la composante horizontale, la composante verticale, okay. Donc si je connais sa position, sa vitesse, également ce qu'on appelle le champ gravitationnel dans lequel l'objet baigne, donc là c'est la Terre, hein, le projectile subit une force d'attraction par la Terre. Si je connais tout ça, à partir d'ici, je peux déterminer l'orbite complète du projectile. Je peux savoir à quel moment et comment est-ce que le petit bonhomme ici a lancé son projectile. À condition de connaître donc sa position, maintenant qu'on connaît, et ses vitesses. Alors comment on va le faire pour les étoiles? Pareil, hein, c'est pas évident. On se trouve sur la Terre, on a une étoile ici, et donc ici j'ai représenté avec une flèche la direction, si vous voulez, de la vraie vitesse dans laquelle se déplace l'étoile. Alors comment est-ce qu'on va faire pour mesurer cette vitesse? On va la décomposer en deux. Une composante, ce qu'on appelle transversale, perpendiculaire donc alors, une composante radiale, disons, qui est donc alignée à l'axe Terre-étoile, celle-ci en rouge, et une composante transversale qui est donc perpendiculaire à la composante radiale. Alors pourquoi est-ce qu'on les décompose de cette façon? Car, juste théorème de Pythagore, un peu de choses près, la somme au carré de ces deux côtés est égale à la norme du vecteur vitesse. Et donc, la vitesse transversale, comment est-ce qu'on la mesure? C'est peut-être la chose la plus simple à comprendre, mais c'est également assez compliqué à effectuer. On va observer les étoiles plusieurs fois dans le temps, en corrigeant par l'effet parallactique. Cette fois-ci, on ne veut pas que nous, on se déplace, on veut juste voir comment l'étoile se déplace elle-même lorsque nous, on reste immobile. Donc on va regarder vraiment comment elle se déplace dans le ciel. Et donc, pareil, là, Gaïa a un énorme avantage. On mesure la position des étoiles avec une telle précision qu'il suffit de faire la mesure un an plus tard, lorsqu'on se retrouve à la même position. On va voir comment l'étoile s'est déplacée. Et donc là, sur cette vidéo, je vous montre, cette vidéo dure 2 millions d'années, et je vous montre comment les étoiles se déplacent dans le ciel. Ça, c'est vu de la Terre. Okay. Et donc l'épaisseur d'un trait, enfin la largeur du trait, c'est 400 000 ans, je crois, de mémoire. Donc vraiment, où on a accéléré le temps, on voit comment les étoiles se déplacent. Donc là, maintenant, c'est une somme... c'est vraiment, on voit comment toutes les étoiles sont déplacées. Donc on peut vraiment voir les étoiles se déplacer. Donc ça, c'est pour la composante transversale. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir si l'étoile s'approche ou si elle s'éloigne de nous? Ce qu'on appelle la composante radiale. On va utiliser ce qu'on appelle en physique l'effet Doppler, Doppler-Fizeau. Okay, donc est-ce que certains d'entre vous connaissent, ont déjà entendu parler de l'effet Doppler-Fizeau? Ok. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont jamais entendu parler? Levez la main. Ok, suffisamment nombreux pour que je l'explique. L'effet Doppler ou Doppler-Fizeau, c'est ce qui fait que lorsqu'il y a une moto qui s'approche de nous et qui nous dépasse, le son va changer. Alors c'est la seule vidéo qui a du son, je ne sais pas à quel point est-ce qu'il sera fort. Écoutez. Ok. Fizeau, parce que Fizeau aussi c'était un des chercheurs français qui a découvert cet effet en même temps que Doppler. Et donc là, ce que j'ai illustré ici, c'est juste avec le son, mais on peut faire ça également avec la lumière des étoiles. Alors comment on le fait en pratique? On prend la lumière de l'étoile, on la fait passer par un prisme, ou à peu de choses près, c'est un prisme, pour obtenir ce qu'on appelle le spectre d'une étoile. Ce qui, si c'est un mot barbare, on peut dire que on crée un arc-en-ciel de la lumière de l'étoile. Donc on a toutes les différentes couleurs qui composent l'étoile. Donc ici, je vais prendre que la couleur jaune, je zoome, et puis on voit que ce n'est pas que jaune en fait. Il y a certaines bandes noires ici, c'est de la lumière qui est absorbée. Et en fait, on sait de nos jours, et je vais revenir sur ça vers la fin de mon exposé, c'est ce qu'on appelle des longueurs d'onde, des fréquences de lumière qui sont absorbées par la présence de certains atomes sur l'atmosphère des étoiles. Okay.
Donc on va utiliser ces raies noires, ici, ces raies d'absorption, ensuite pour connaître aussi la composition chimique, mais pour l'instant, oubliez ça. Pour l'instant, juste retenez que ces raies d'absorption, on peut les mesurer dans le laboratoire. Okay, donc on prend un atome de carbone, par exemple, on va regarder à quelle longueur d'onde est-ce qu'il absorbe de la lumière, et puis on sait exactement donc qu'à 800 nanomètres, il y a une absorption de calcium. Okay, donc on sait exactement à quelle longueur d'onde tel élément absorbe de la lumière. Et donc, on va obtenir, nous, le spectre de l'étoile. Et si maintenant l'étoile se déplace vers nous, toutes ces raies, ici, vont se déplacer légèrement vers le bleu. Si l'étoile s'éloigne de nous, toutes les raies vont se déplacer légèrement vers le rouge. Okay, nous, on connaît quelles sont les longueurs d'onde au repos, disons, si l'étoile ne s'approche pas ni ne s'éloigne de nous. Et donc, on va mesurer ce décalage, ce qu'on appelle décalage spectral, vers le bleu ou vers le rouge. Et donc, on peut effectuer maintenant cette mesure de façon très très précise. Les meilleurs spectromètres peuvent mesurer des vitesses radiales des étoiles avec des précisions de quelques dizaines de mètres par seconde pour des étoiles qui se trouvent à des années-lumière de nous. Okay, donc, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et donc, en combinant les mouvements propres, les vitesses transversales et les vitesses radiales, voilà ce que l'on voit sur les différentes structures de la Voie lactée que je vous ai décrites précédemment. Donc, on a le Soleil qui se trouve dans le disque mince, et toutes les étoiles dans le disque tournent à peu près à la même vitesse, avec une vitesse de l'ordre de 250 km par seconde. Les étoiles au centre, le bulbe, elles ont une trajectoire ou des orbites un peu plus sphériques, plus chaotiques. Elles sont très excentriques. Et on a également les étoiles du halo, ici représentées en vert. Donc elles ont des orbites très excentriques et qui peuvent atteindre des distances loin du plan galactique très très grandes. Okay, mais il y en a peu de celles-ci. Et donc, à partir de là, on peut faire des choses aussi un peu plus compliquées, ce qu'on appelle donc étudier le moment angulaire et l'énergie des orbites des étoiles. Donc ça, juste pour vous montrer une illustration, je vais vous guider, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je montre ici, c'est le moment angulaire des étoiles. Donc là, il y a plusieurs étoiles. Là, il y a plusieurs centaines de milliers d'étoiles, je crois, sur ce graphique. Le code de couleur, plus c'est brillant, plus il y a d'étoiles. Okay. Donc le moment angulaire, c'est à peu de choses près la distance par rapport au centre de la galaxie multipliée par sa vitesse. Ici, c'est l'énergie de l'orbite, c'est la distance multipliée par les 3 vitesses en hauteur, largeur, profondeur. Et bon, tout ça pour expliquer le graphique, mais qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a beaucoup d'étoiles. C'est les étoiles du disque galactique. Elles ont un certain moment angulaire, une certaine énergie. Ici, nous avons les étoiles du halo. C'est celles qui ont des orbites très excentriques, qui peuvent atteindre des grandes distances par rapport au plan. Certaines ont des moments angulaires négatifs, ça veut dire qu'elles sont rétrogrades, elles tournent dans l'autre sens. Mais surtout, ce que je vais vous montrer, ce qu'on a découvert grâce à Gaïa, c'est qu'il y a une autre structure ici, vous pouvez peut-être l'apercevoir, ici, qu'on a identifiée grâce à Gaïa. Il faut connaître vraiment les vitesses et les positions des étoiles de façon très précise. C'est une population qui a été accrétée. C'est on pense une autre galaxie qui a fusionné avec la Voie lactée il y a près de 10 milliards d'années. Cette population s'appelle, on l'a appelée Gaïa Encelade. Et voici une simulation on pense comment les choses sont produites. Donc là au centre, on a la Voie lactée. Ça, c'est la petite galaxie qui va fusionner avec la nôtre il y a 10 milliards d'années. Et donc, de nos jours, ces étoiles en rouge, elles sont complètement dispersées, on n'arrive plus à les distinguer spatialement, elles sont plus cohérentes spatialement, mais lorsqu'on regarde leur orbite, elles forment une surdensité dans cet espace-là. Donc c'est comme ça qu'on peut identifier des étoiles qui, normalement, on n'aurait pas pu identifier qu'elles proviennent de l'extérieur. Donc il y a 10 milliards d'années, la Voie lactée a fusionné avec cette petite galaxie qu'on appelait Gaïa Encelade. Et donc le dernier point que je veux aborder, c'est comment est-ce qu'on obtient la composition chimique des étoiles. Et là, on va réutiliser ce que je vous ai montré précédemment, le spectre d'une étoile. Donc là, on voit le spectre du Soleil.
des couleurs bleues aux couleurs rouges. Et on voit donc toutes ces petites raies noires, horizontales, cette fois-ci, donc, qui sont des absorptions dues à des atomes qui se trouvent sur l'atmosphère de l'étoile, du Soleil en l'occurrence. Et en l'occurrence, bon, je ne veux pas vous impressionner, mais j'ai identifié ici certaines raies du fer, certaines raies d'hydrogène, ici et ici, du sodium, du calcium, du titane, du magnésium, de l'yttrium, du strontium, bref. Nommer un élément, il se trouve dans le Soleil, et puis on peut mesurer à quelle quantité est-ce qu'il se trouve dans le Soleil. Ce n'est pas évident à faire, mais on peut quand même le faire. Il y a des modèles derrière. Mais pourquoi est-ce que cela est important? Car la composition chimique de l'atmosphère d'une étoile représente la composition chimique du nuage dans lequel cette étoile s'est formée, du nuage de gaz dans lequel cette étoile s'est formée. J'illustre cela de cette façon. Imaginez-vous donc, on a un gaz, ce qu'on va appeler un gaz primordial, avec principalement un peu après le Big Bang, avec de l'hydrogène et de l'hélium uniquement. Et dans ce gaz-là, on va former différentes étoiles de masses différentes. Représentée ici, la masse est représentée par la taille. Plus elle est grande, l'étoile, plus elle est massive. Ce qu'il faut savoir en termes d'évolution stellaire, c'est que plus une étoile est massive, moins elle va vivre longtemps. L'idée, c'est qu'une étoile, lorsqu'elle se forme, donc il y a ce nuage de gaz qui va former l'étoile, qui va donc se collapser, qui va s'effondrer. Et donc, pour que l'étoile puisse rayonner, elle va transformer en son cœur de l'hydrogène, elle va le transformer en hélium, qui ensuite va être transformé en d'autres éléments, etc., etc. Et donc, plus l'étoile est massive, plus elle va devoir transformer son hydrogène en hélium de façon rapide pour ne pas qu'elle s'effondre rapidement. Et donc, les étoiles les plus massives vont vieillir plus rapidement. Et c'est ce que j'illustre ici de façon très caricaturale avec une moustache blanche pour les étoiles les plus grosses. Prochaine étape, c'est que ces étoiles qui initialement avaient toutes la même composition chimique, c'est la composition chimique du gaz primordial, les plus vieilles étoiles, elles vont mourir. Et si elles sont très massives, elles vont exploser. Mais peu importe qu'elles explosent ou pas, ce qui est important, c'est qu'elles vont relâcher dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire tous les éléments qu'elles ont formés dans leur cœur. Donc si elles ont formé de l'oxygène, du carbone, du calcium, du titane, n'importe quel élément, elles vont le relâcher dans le milieu interstellaire. Et donc, cette petite région de l'univers, maintenant, n'aura plus la composition chimique du gaz primordial, mais il y aura la composition chimique du gaz primordial plus tous les éléments que cette étoile a formés. Et cette petite région de l'univers aura la composition chimique du gaz primordial plus tous les éléments que cette étoile a formés, qui ne sont pas forcément les mêmes que cette étoile-là, parce que la quantité d'éléments qu'une étoile va former va dépendre de sa masse également. Et donc, quelques millions d'années plus tard, quelques milliards d'années plus tard, on va avoir une nouvelle génération d'étoiles qui va se former. Ici, celle-ci, je les représente avec la même couleur, car elles auront la même composition chimique entre elles, qui reflète donc le fait qu'il y a eu une étoile qui a explosé avant, dans cet endroit, qu'on n'arrive plus à voir de nos jours. Ces trois-là auront la même composition chimique différente, qui reflète qu'il y a une étoile qui est morte ici. Et on a également les petites étoiles ici, qui sont formées il y a très très longtemps, qui continuent à vivre leur vie paisible et qui ont la composition chimique du gaz primordial, on va appeler ça comme ça. Donc ici, on peut en déduire qu'il n'y a pas d'étoile qui a explosé, vu que ces étoiles, elles sont de composition chimique primordiale. Et donc, ça c'est très puissant, car ça va nous permettre d'étudier la composition chimique des étoiles dans différentes régions dans la galaxie et comprendre, en fonction de ce qu'on appelle la métallicité, la composition chimique des étoiles, comprendre combien de générations d'étoiles ont préexisté dans cette région-là. Chaque région de la Voie lactée a une composition chimique qui est différente. Chaque région de la Voie lactée, on s'est aperçu, a une histoire de formation stellaire différente de sa voisine. Donc, trouver deux étoiles qui ont la même composition chimique, trouver deux étoiles dans le ciel qui ont la même composition chimique, on peut en déduire qu'elles sont formées au même endroit, même si de nos jours, elles ne sont pas au même endroit spatialement.
Et c'est ça qui est très très puissant. On va pouvoir remonter le temps, et si on connaît en plus les vitesses, on peut retracer leur orbite, et savoir donc que telle étoile et telle étoile sont formées au même endroit car elles ont la même composition chimique. Et c'est de cette façon, par exemple, qu'on soupçonne que le Soleil ne s'est pas formé là où il se trouve de nos jours. On soupçonne que le Soleil s'est formé à une région légèrement plus interne et donc qu'il aurait migré radialement vers les régions externes. De cette façon aussi, on identifie des étoiles qui ne se sont pas du tout formées dans la Voie lactée, qui ont une composition chimique qui est différente, qui est une composition chimique d'étoiles formées dans une région extragalactique. Donc ça aussi, ça nous permet d'identifier des groupes d'étoiles qui ont, des petites galaxies si vous voulez, qui ont fusionné avec la Voie lactée, car elles ont une composition chimique qui est différente. Donc juste un peu pour illustrer ça, hein, ça va être un peu des graphiques techniques, mais peu importe, je pense que vous avez compris le concept. Donc là on a la Voie lactée de Gaïa, vue légèrement différemment, mais avec des différents carrés. Ici, c'est des petites galaxies naines qu'on connaît, qu'elles existent là depuis... Enfin, on les connaît depuis plusieurs décennies, elles tournent autour de la Voie lactée depuis des milliards d'années. La galaxie du Sagittaire, la galaxie de la Carène, du Fourneau et du Sculpteur. Et donc, elles n'ont pas encore fusionné avec la Voie lactée, hein. Elles tournent tranquillement autour de la nôtre. Et donc, ici, on peut voir la composition en carbone des étoiles par rapport à la composition en fer des étoiles. En gris, on a les étoiles de la Voie lactée, et en différentes couleurs, on a les étoiles qui appartiennent aux différentes galaxies naines. Et on voit donc que chacune de ces galaxies naines occupe une région sur ce graphique qui est différente. Tout ça pour illustrer que si on détecte des étoiles qui ont la même composition chimique, on sait qu'elles sont formées à un endroit similaire, et si elles sont très différentes par rapport aux étoiles de la Voie lactée, on sait que c'est des étoiles qui n'appartiennent pas à la Voie lactée, ou qui ne sont pas formées dans la Voie lactée. Elles peuvent appartenir dans la Voie lactée, mais lorsqu'elles sont formées, elles n'étaient pas dans la Voie lactée. Et Gaïa Encelade, cette petite galaxie que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, qui aurait fusionné avec la Voie lactée il y a 10 milliards d'années, pareil, ici on a la composition en calcium par rapport au fer, et c'est ces étoiles bleues ici. En noir, c'est les différentes étoiles de la Voie lactée. Et on confirme, bien, on l'avait vu par les orbites, et là maintenant on le confirme avec la composition chimique, c'est bien des étoiles qui ne se sont pas formées dans la Voie lactée. Et donc, je suis comment niveau temps, je suis bien. Donc voilà, on va utiliser toutes ces différentes méthodes, la position, la distance, les vitesses, les orbites, donc la composition chimique. On va mettre tout ça dans différents modèles pour comprendre comment les différentes structures de la Voie lactée se sont formées au cours du temps. Et donc déterminer l'âge des étoiles, je ne vous en ai pas forcément parlé, hein, mais déterminer l'âge des étoiles, c'est assez compliqué, c'est assez technique. Et donc une fois qu'on a tout ça, on peut mettre dans une moulinette et donner ça à nos différents collègues modélisateurs et simulateurs ou théoriciens qui peuvent faire des simulations de formation de galaxies. Alors je vais essayer de... Le mieux c'est de faire ça. Voilà. Ou donc... La vision actuelle avec laquelle on pense que les galaxies, en règle générale, se forment, hein, c'est donc on a des plus petites galaxies, ce qu'on appelle des galaxies naines, qui vont fusionner, qui vont créer des galaxies plus grosses. Et donc c'est comme ça que l'on pense que la Voie lactée s'est formée. Et donc vu que j'ai encore quelques instants, si vous me permettez, je peux vous montrer une autre diapo sur l'avenir de la Voie lactée. Et donc, la Voie lactée, ça c'est une simulation hein, qui a été faite donc, avec des données réelles. Et ici, elle tourne tranquillement. Maintenant, vous comprenez tous les déplacements des étoiles. Et à peu près 2,5 millions d'années-lumière, on a une autre galaxie qui a fait à peu près la taille similaire à la Voie lactée, qui est la galaxie d'Andromède. Et donc, en mesurant la vitesse radiale d'Andromède, on a vu que les deux galaxies, la Voie lactée et Andromède, nous nous rapprochons. Et donc, on sait que dans à peu près, alors je crois que c'est affiché dans le diapo d'après, mais dans à peu près 7 milliards d'années, 5 milliards d'années peut-être, les deux galaxies vont fusionner. Donc dans un premier temps, elles vont rentrer en collision, elles vont rebondir,
et ensuite elles vont fusionner, elles vont créer une grande galaxie, où je ne vais pas décrire le fait qu'elles changent de couleur aussi ici, hein, ça nous apporte des informations. Mais donc, des collisions de galaxies, on sait que ça existe, hein, des galaxies de taille similaire, hein, donc je vous ai parlé de Gaïa Encelade, mais des collisions de galaxies de taille similaire, on voit que ça existe dans l'univers, ce n'est pas quelque chose de rare. Et donc, vu de la Terre, voilà à quoi on pourrait s'attendre. Donc ça, c'est de nos jours. On a la Voie lactée ici. Au fond, on a Andromède. Andromède va s'approcher. Elle va s'agrandir angulairement dans le ciel. Elle s'approche suffisamment. Maintenant, les bords du disque de la Voie lactée et d'Andromède vont sentir l'influence gravitationnelle l'une de l'autre. Elles vont se déformer. Là, maintenant, on rentre en collision. Les gaz vont rentrer en collision. Il y aura des nouvelles flambées d'étoiles, hein. Donc ça, c'est le ciel qu'on verra de la Terre, si on est toujours là. Et donc, ça, c'est un autre sujet. Et donc, on aura des flambées d'étoiles. Donc, on aura un ciel qui sera très, très impressionnant. Là, on est à la phase où les deux galaxies s'éloignent. Et ensuite, elles refusionnent entre elles pour avoir un ciel qui est beaucoup moins intéressant. Donc, on aura à la fin pas une galaxie spirale, mais une galaxie elliptique qui aura moins de structure. Donc, ce sera donc juste un nuage lumineux, un halo dans le ciel. Donc, ça, c'est dans 5 à 7 milliards d'années. Et donc, je crois que, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je vous remercie et je prends toutes les questions que vous avez. Merci. Merci, Georges. Bon, je crois que dans 7 milliards d'années, le Soleil ne sera plus là dans tous les cas. Dans 7 milliards d'années, le Soleil ne sera plus là. Donc, ça sera difficile de voir. Bon, on va passer aux questions. Je vous rappelle que cette conférence, elle est à voir et à revoir sur la chaîne YouTube de l'Observatoire astronomique du Gros Cerveau. Donc, on va commencer. Allez, j'y vais. Alors, moi, j'ai 2 questions. Déjà, est-ce que la précision de Gaïa est suffisante ou est-ce qu'on pourrait éventuellement positionner un genre de Gaïa autour de Jupiter et Saturne pour avoir une parallaxe plus importante? Alors, il y a 2 questions. On peut toujours espérer faire mieux que Gaïa. Okay, donc, la précision de 1 milliardième de degré permet de mesurer, en gros, ce qu'on recherche, même si ce n'est pas de cette façon que je l'ai présenté, c'est mesurer des parallaxes. C'est ça vraiment l'information que nous recherchons. Et donc, plus l'étoile qu'on va observer est loin, plus l'effet de la parallaxe sera petit. Et donc, c'est pour ça qu'on veut avoir de très très bonnes précisions. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut obtenir de bonnes précisions? Aller jusqu'à Jupiter, ça ne va pas changer quelque chose. Si votre idée, c'était qu'on va s'approcher un peu de l'étoile en allant vers Jupiter, non, c'est pas ça pour l'idée. augmenter l'angle de parallaxe, quoi. Alors, de juin, ça c'est une très bonne idée d'ailleurs. Ouais. Peut-être on pourrait faire ça, mais le problème, ça serait après le transfert de données qui serait plus compliqué. Mais c'est une très bonne idée, oui. Ok, et du coup, ma deuxième question, Oui. est-ce qu'on sait à peu près depuis quand la Voie lactée est formée et combien elle a eu de fusions? Depuis quand elle est formée? Les étoiles les plus vieilles que l'on trouve dans la Voie lactée ont 13, quelque chose milliards d'années. L'âge de l'univers, c'est 13,7. Okay. Alors, à quel moment est-ce qu'on va appeler ce qui préexistait la Voie lactée? Ça, c'est autre chose. On pense que les galaxies de la taille de la Voie lactée se forment par des fusions de plusieurs milliers de petites galaxies. Peut-être plusieurs dizaines de milliers. Et donc, si cette théorie est juste, on devrait observer autour de nous des reliquats de ces galaxies. Donc, c'est pour ça qu'on recherche des accrétions passées comme Gaïa Encelade. On en a découvert, alors là, je vous en ai montré qu'une, mais on en a découvert plusieurs. On en a découvert déjà donc, des galaxies qui auraient fusionné avec la Voie lactée. On en a découvert quelques dizaines. On a découvert également à peu près une 50aine de galaxies naines qui tournent autour de la Voie lactée. Donc on commence à avoir une vision globale de la chose. Le problème, c'est qu'on est loin de ce que la théorie prédit. La théorie prédit qu'on devrait retrouver de nos jours plusieurs milliers de galaxies naines qui tournent encore autour de la Voie lactée. Tenez, c'est la prochaine diapo.
Donc là, je vous montre les orbites des galaxies naines qui tournent autour de la Voie lactée. Mais on est encore loin du compte de ce qui est prédit par la théorie. Est-ce que la théorie est fausse? Peut-être. Mais surtout, ce qu'on sait, c'est que chaque fois qu'on a eu des instruments plus précis, qui peuvent voir plus loin, on a découvert de nouvelles galaxies naines aussi. Donc avant de dire que la théorie est fausse, on devrait obtenir des meilleurs instruments et étudier un peu plus dans le détail le ciel précisément. Merci. J'ai aussi deux questions. La première, bon, vous nous montrez la galaxie d'Andromède, notre galaxie, et la galaxie du Triangle. La galaxie du Triangle est quand même plus petite que ces deux galaxies. Pourquoi on ne la voit pas diffusionner? Alors, faudrait regarder le détail de la simulation. Je pense que la façon avec laquelle Andromède s'approche de nous. Alors, je ne connais pas la distance à laquelle se trouve le triangle. En effet, elle est plus petite que la galaxie d'Andromède, elle est plus petite que la Voie lactée, manifestement. Mais je crois qu'il y aura un effet qui... si je me souviens de la simulation, je crois qu'à terme, la galaxie du triangle va s'échapper de l'attraction gravitationnelle d'Andromède. Il faudra revérifier la simulation. Oui, sur la simulation, on voit bien qu'elle s'éloigne. Hein, voilà, c'est ça. Le triangle. Hein. Et donc, non, du coup, c'est juste les conditions initiales et les vitesses que nous avons mesurées des différents corps qui font que lorsqu'on met tout ça dans des simulations et on fait évoluer le temps, les choses évoluent de cette façon. Alors, un petit bémol dans tout ce que j'ai dit, c'est que on connaît très bien la vitesse radiale d'Andromède, okay, mais on connaît beaucoup moins bien la vitesse transversale, la vitesse transverse d'Andromède. Donc, on sait qu'elle s'approche de nous, mais on ne sait pas si, là c'était un peu le scénario catastrophe que je vous ai montré pour créer de l'émotion, mais en gros on ne sait pas, peut-être s'il faut, elle va juste nous effleurer et passer à côté. Donc il y a une grande incertitude sur le mouvement transversal d'Andromède. Okay, mais avec la mesure que nous avons actuellement, on rentrerait en collision. Bon, ma deuxième question est une question bête. Pourquoi une telle imprécision dans l'ombre d'étoiles de la galaxie? Entre 100 et 200 milliards, c'est un peu imprécis. C'est très imprécis et surtout, vous pouvez voir dans certains documents ou certains bouquins qu'il y en a peut-être même 300 milliards. Okay, le problème, c'est qu'on a... c'est un peu ce que j'ai présenté au début. Nous trouvons dans la Voie lactée, on n'a pas une vision globale de ce qui se passe. Notamment, le Soleil se trouvant ici, cette région ici ayant beaucoup de gaz, beaucoup de poussière, beaucoup d'étoiles, on n'arrive pas à voir derrière. Okay, donc on a toute une région ici qu'on n'arrive pas à voir. On suppose, jusqu'à preuve du contraire, qu'il y a une certaine symétrie, et donc c'est pour ça que le nombre d'étoiles qu'on a pu compter ici, on peut le transposer dans la région obscure où on ne le voit pas derrière. Premier point. Deuxièmement, il y a une étoile, pour qu'on puisse la voir, il faut qu'elle soit suffisamment brillante. Et on sait qu'il y a des étoiles qui sont très grosses, qui brillent beaucoup, qu'on peut les voir très loin. Il y a des étoiles plus petites, on les voit si elles sont proches de nous, mais on ne les voit plus si elles sont loin de nous. Okay, et donc, du coup, il faut, pareil, extrapoler le comptage d'étoiles qu'on fait autour de nous, où on va supposer qu'on voit tout. Il faut extrapoler ça à des plus grandes distances. Voilà, c'est ça, c'est de là que sort l'imprécision. Mais l'ordre de grandeur, c'est quelques centaines de milliards d'étoiles. Une autre question? Merci déjà pour l'exposé. J'avais une petite question, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'ai l'impression que dans les simulations, on considère que les étoiles ont une durée de vie entre guillemets infinie. C'est-à-dire qu'on ne suppose pas qu'elles disparaissent ou qu'elles réapparaissent. Et est-ce que ça peut avoir est-ce que c'est vrai déjà? Et est-ce que, du coup, dans les simulations, comment vous prenez ça en compte? Est-ce que parce que j'imagine que si c'est le cas, ça peut modifier à la fois ce qui va se produire dans le futur. Vous avez cité la disparition du Soleil, mais est-ce que du coup il n'y aurait pas eu aussi des événements dans le passé qui pourraient modifier finalement le comportement qui est simulé? Bonne question. Une étoile ne vit pas indéfiniment. Comme je disais, donc sa durée de vie va dépendre de sa masse. Plus elle est massive, moins elle va vivre longtemps.
Le Soleil, on pense qu'il va vivre 10 milliards d'années, à peu de choses près. Il a déjà 4,5 milliards d'années. Okay. L'âge de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années. Donc 10 par rapport à 13,7, enfin, 5 milliards d'années actuellement de Soleil par rapport à 13,7, c'est pas très très loin, c'est juste le double. Okay. Donc les étoiles de masse plus faible que le Soleil vont vivre plus longtemps. Et donc, finalement, les étoiles qui vont exploser, qui vont disparaître, ne vont pas changer grand-chose aux simulations. Premier point. Deuxième point, c'est que, alors je n'ai pas du tout parlé de tout ça, on pense que dans le budget, dans la masse totale d'une galaxie, il y a les étoiles, il y a le gaz, ça c'est sûr, mais ce n'est pas ça qui domine la masse totale d'une galaxie. Il y a quelque chose qui est un peu plus exotique, qu'on appelle la matière noire. Okay. Et donc, il y a au moins un facteur 10 par rapport à la masse de toute la matière visible, étoiles, gaz, etc., et la masse de la matière noire. Donc, ce qui compte, c'est vraiment la matière noire. Et c'est ça qui est simulé. Alors après, si on regarde dans le détail, mais je ne vais pas rentrer dans le détail là précisément, les explosions d'étoiles étant quelque chose d'assez énergétique, ça peut influencer à un certain degré les différentes simulations, mais pas dans le degré où on regarde en ce moment les simulations. Une autre question? Petite question. Le Soleil, il met combien de temps pour faire le tour de la galaxie? Enfin, de la galaxie? Le Soleil a fait à peu près 20 tours jusqu'à présent. Donc, on fait 5 milliards d'années divisé par 20. Et donc, on aura le temps, la période nécessaire pour le Soleil de faire un tour de la Voie lactée. Du coup, on me dit que ça fait à peu près 250 millions d'années. Ouais. Et ça veut dire que l'humanité, il étudie les distances et les trajectoires depuis à peine 2000 ans. Et ça suffit pour déterminer la structure de la galaxie avec si peu de données? Oui. Alors peut-être dans un siècle, vu que c'est enregistré en plus, je paraîtrais ridicule. Mais je pense que oui. Et la raison pour cela, c'est que du moment qu'on connaît la position actuelle et la vitesse des étoiles, on peut retracer son orbite. Okay, donc si moi j'ai une image de Zidane qui tire un coup de pied ou un penalty, et donc je vois l'image et je vois exactement où se trouve le ballon et la vitesse du ballon, je peux savoir s'il va mettre le but ou pas, sans avoir accès à toute la séquence du film. Okay, juste parce que je connaîtrai la vitesse et la position à un moment donné, et la position du gardien de but manifestement. C'est ça la puissance de tout ça, ouais. Une autre question? Et il va y avoir un terreau après. Hein. Donc, bonsoir et merci. Moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est ce qu'on appelle la spirale des bras, parce que ce ne sont pas vraiment des bras, en fait. Et comment ils se sont formés? Je crois que il me semble qu'il y a des ondulations, des densités d'étoiles, mais comment ça s'est formé tout ça? Parce que on voit toujours des bras qui tournent, mais c'est pas vraiment. Ouais, alors la réponse est complexe, et la question est complexe aussi. Surtout, la réponse n'est pas claire et il n'y a pas un consensus, je pense. Alors, ce que je sais, ce qu'on appelle, c'est des ondes de densité. Est-ce que je peux... Alors, si vous me permettez, je vais peut-être ressortir... C'est moi qui fais ça? Je vais ressortir une diapo du cours que je faisais en 3e année. Alors... Donc... Ce qu'on appelle une onde de densité. Donc, c'est les bras spiraux. Les étoiles ne se déplacent pas dans les bras spiraux. C'est une onde de densité qui se propage dans la Voie lactée et qui crée des étoiles. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que les étoiles, lorsqu'elles traversent cette onde, momentanément, elles se déplacent un peu plus lentement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous, l'onde de densité, c'est comme ce camion ici sur l'autoroute qui va créer des embouteillages. Okay,
Donc, il y aura toujours des embouteillages derrière ce camion, mais ce ne sera jamais les mêmes voitures qui se trouvent derrière le camion. Les voitures, à terme, dépassent le camion, mais il y a toujours un embouteillage. Donc, c'est ce qu'on appelle une onde densité. Les bras spiraux seront là, mais ce n'est jamais les mêmes étoiles qui se trouvent dans les bras spiraux. Okay. Et donc, comment est-ce que les bras spiraux se forment dans un premier temps? Et ça, on ne sait pas trop encore, ou du moins, ce n'est pas mon domaine de recherche, donc je ne suis pas au courant avec les toutes dernières nouvelles. Mais on pense que c'est des instabilités dans le disque, et donc qui font que ces bras spiraux naissent à un certain moment, et ensuite, elles se maintiennent. Alors, combien de temps est-ce que les bras spiraux, quelle est l'espérance de vie des bras spiraux? C'est une autre question aussi. Est-ce que ça dure quelques centaines de millions d'années? Est-ce que ça dure quelques dizaines de millions d'années? Est-ce qu'elles ont une durée de vie infinie? C'est aussi des questions et des sujets qui sont des thèmes de recherche à part entière. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre plus dans le détail. Mais la question, elle était très pointue. Allez, une dernière. Bon. Donc, vous lui reposerez les questions cet été. Ça sera une autre conférence, je suis sûr. Donc, mais si vous avez des questions, sinon, vous irez voir, comme je vous l'ai dit, revoir cette conférence sur la chaîne YouTube de l'Observatoire. Avant de terminer, on va remettre un petit présent à notre conférencier. C'est Marie-Pierre, membre du conseil d'administration, qui va remettre un coffret. J'espère que vous aimez le vin. J'adore le vin. Alors, c'est le domaine Imbert qui est présent dans la salle, et un coffret personnalisé avec... voilà. C'est très gentil, merci. Voilà. Merci à tout le monde. Merci d'être venu. C'est très gentil. C'est normal, c'est comme ça. Puis il y aura le livre d'or à paraffer tout à l'heure. Donc merci à toutes et à tous d'être venus. Et puis rendez-vous au mois de mai pour la première partie de Raconte-moi les étoiles qui inaugurera notre saison estivale. Merci encore et bonne soirée à tous. Merci.